Après avoir prouvé de quoi il était capable lors du 21e Tenkaichi Budokai, Sangoku décide de se lancer dans une nouvelle aventure, celle de retrouver la Dragon Ball à 4 étoiles, qui appartenait autrefois à son grand-père. C'est à l'aide du Dragon Radar qu'il va pouvoir trouver une première Dragon Ball, mais son obtention ne sera pas de tout repos puisqu'il va faire face à une nouvelle menace. Puisqu'un nouvel individu fait son apparition, et celui-ci semble appartenir à une organisation puisqu'il mentionne le nom d'un certain Général Red. En réalité, il est à la recherche de ces fameuses Dragon Ball, et c'est donc tout naturellement que son chemin va croiser celui de Sangoku. Il apprend qu'un jeune garçon vient de s'emparer de la boule à 6 étoiles après avoir neutralisé 2 de ses hommes, ainsi ce mystérieux individu qui se nomme Capitaine Silver s'en prend à Sangoku à l'aide d'un lance-missile. Et à ce niveau-là, c'est une attaque très significative puisqu'il détruit le nuage magique de Sangoku, qui est à ce moment-là le seul artefact qui reflète la pureté de Sangoku. D'ailleurs, le petit Saiyan refusera de coopérer avec lui, et ainsi il se prépare pour entamer un combat avec celui qui semble avoir un tour d'avance sur eux. Même si le combat sera totalement dominé par Sangoku, ce n'est pas cet exploit qui va arrêter l'organisation qui semble être prête à tout pour obtenir les Dragon Ball. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Barbu. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'une des organisations criminelles les plus puissantes de Dragon Ball. C'est parti. Nous voici désormais dans le quartier général du Ruban Rouge. L'ordre de retrouver les Dragon Ball a été donné par cet homme. Je vous présente le Général Red, le leader de l'organisation. C'est également cet homme qui a envoyé le Capitaine Silver et il semblerait que ce dernier ne soit pas le seul à faire partie de l'organisation criminelle. Puisqu'après l'échec du capitaine face à Sangoku, c'est un certain commandant White qui sera approché pour faire face à la menace que représente Sangoku. Ce commandant se trouve alors à la base de la division White de l'armée du Ruban Rouge. Enfin, c'est plutôt une tour qui se nomme la Muscle Tower, et celui-ci en est le commandant. Bien évidemment, Sangoku n'est pas prêt de se laisser faire par une telle organisation. Après tout, c'est tout ce qu'il déteste. Tout comme son camarade avant lui, le commandant ne semble pas prendre conscience du danger que représente le jeune Saiyan, puisque malgré ses succès jusque-là, il ne s'inquiète pas plus que ça pour la suite de ses opérations. D'ailleurs, il est important de savoir qu'à ce moment-là, Sangoku a attaqué la Muscle Tower non pas pour mettre en échec l'organisation, mais surtout pour libérer le chef du village de la jeune fille qui lui est venue en aide. Pour en revenir au Ruban Rouge, certains combattants dotés d'aptitudes spéciales semblent se battre à leur côté, puisque nous découvrons plusieurs personnages faisant partie de l'organisation. Comme le sergent-chef Murasaki qui apparaît comme étant un conseiller du commandant, ou encore le terrible sergent métallique qui a la réputation de ne jamais avoir été vaincu. Réputation confirmée ou pas, il se fera battre par Sangoku avant que ce dernier poursuive son chemin, toujours aussi déterminé pour sauver le maire du village. Le prochain combat de Sangoku sera contre le sergent-chef, qui sera animé par un cache-cache. Oui, c'est sérieux. Le pire est le moment où Sangoku va utiliser son bâton magique pour... oui, vous le voyez sur le scan, je trouve que c'est la pire humiliation qu'un personnage a pu subir jusque-là. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas battre Sangoku, le sergent-chef prend la fuite dans le but de libérer un mystérieux individu au physique effrayant. J'ai nommé C8. Cependant, et contre toute attente, ce dernier refuse de s'en prendre à Sangoku, puisqu'il déteste devoir faire du mal aux gens. Ainsi, le combat avec le jeune Saiyan ne sera jamais mené. Sur le point d'atteindre le commandant White, pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes, Sangoku et C8 tombent dans un piège qui va les faire redescendre tout en bas de la Muscle Tower. Bien sûr, ce n'était pas la chute qui était le but de ce piège, mais de les amener à faire face à un redoutable adversaire, j'ai nommé Boing. Voilà enfin un monstre capable de faire face à Sangoku, puisque celui-ci n'est pas affecté par les coups du jeune Saiyan. Ainsi, cela risque d'être compliqué pour s'en débarrasser. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de Sangoku qui a compris qu'en brisant le mur de la Muscle Tower, le vent frais allait pénétrer à l'intérieur afin que celui-ci puisse glacer Boing, et contre toute attente, ça fonctionne. Ainsi, cela ne sera pas bien compliqué pour Sangoku de le briser en 1000 morceaux une fois cela fait, avant de rejoindre le commandant White afin de reprendre ce qu'il avait entrepris de faire. Après lui avoir tiré quelques balles sans que celle-ci ne fasse effet, Sangoku commence à montrer sa colère vis-à-vis de son adversaire puisque, oui, il faut comprendre que depuis le début, Sangoku ne cesse de faire face à des adversaires toujours aussi cruels les uns après les autres, à commencer par la destruction de son nuage magique. Mais même par la suite, puisque certains soldats de l'armée étaient prêts à le tuer, que ce soit à l'aide d'un couteau ou encore d'un pistolet, et le commandant White en fait partie. Depuis la fin du 21e Tenkaichi Budokai, Sangoku est confronté à la cruauté dont fait preuve l'espèce humaine. Lui qui a grandi dans les montagnes avec de belles valeurs humaines, il découvre enfin le terrible côté négatif de l'homme, et cela n'a fait que se confirmer dès lors que le commandant White lui mettra une balle dans la tête.
Cependant, et même si C8 est un cyborg, il est là pour rappeler à Sangoku que le mauvais côté n'est pas unanime, et que le bien existe toujours, malgré les mauvaises actions. Pendant ce temps-là, alors que Sangoku rend visite à Bulma, le général Red découvre le visage de celui qui cause de nombreux problèmes dans leur organisation. Une guerre se prépare et Sangoku s'apprête à se retrouver en plein milieu de ce conflit. Quoi qu'il en soit, cela ne va pas déranger Sangoku qui fait de nouveau équipe avec Bulma pour la recherche des Dragon Ball. Ainsi, l'aventure continue. Mais alors qu'ils sont suivis de près par le ruban rouge, il semblerait que Sangoku et Bulma se dirigent vers la zone d'un certain commandant Blue. Et tout comme ses camarades vaincus, celui-ci ne prendra pas vraiment la menace que représente Sangoku au sérieux. Après avoir trouvé Bulma, les soldats du ruban rouge ont tenté de la faire venir avec eux, et très certainement pas pour jouer aux jeux vidéo. Heureusement pour elle, Sangoku est venu à son secours rapidement. Il est temps de passer aux choses sérieuses, puisque le général Red suit Sangoku à la trace. Il ordonne au commandant Blue de se rendre sur l'île de Muten Roshi, là où le jeune Saiyan a été détecté pour la dernière fois. Bingo, le commandant Blue remarque alors Sangoku au loin. Et donc, il divise le bataillon en deux afin que l'un se rende chez Muten Roshi pensant qu'il a créé le Dragon Radar et l'autre se rende auprès de Sangoku pour en découdre. C'est là que nous pouvons ouvrir une parenthèse sur les moyens dont peut employer le ruban rouge. Ils ont l'air d'être à la pointe de la technologie et ont conçu eux-mêmes leur propre radar. Mais ils possèdent également beaucoup d'engins de guerre, tels que des avions, des sous-marins, des robots, bref, tout un tas d'artillerie. S'ensuit un début de bataille navale, depuis le sous-marin du commandant Blue, mais Krillin réussira à les semer un court moment en empruntant un tunnel. Mais même s'il pensait qu'il ne pourrait pas les suivre, c'est mal connaître les ressources dont dispose cette division, ainsi la traque reprend avec des petits sous-marins. Pendant ce temps-là, sur l'île de Muten Roshi, les soldats du ruban rouge semblent avoir pris d'assaut notre papy à tous et Lunch. Bien évidemment, ils étaient loin de se douter que le légendaire Muten Roshi allait les mettre au tapis. Sans oublier de mentionner Lunch et sa seconde personnalité qui ne s'est pas laissé insulter par l'un des soldats. La bataille navale continue mais ne sera pas animée par des lance-missiles, mais plutôt par une course-poursuite. Soudain, une fois sorti du petit submersible, la crédibilité de l'organisation criminelle en prend un coup, puisque non seulement le capitaine Silver et le commandant White se sont fait battre par un enfant, mais en plus de cela, les combattants du bataillon B se sont fait massacrer par un vieil homme et une jeune fille. Ainsi, la réputation en prend un coup. Et cette perte sera accompagnée par celle des soldats du bataillon A, puisqu'ils trouvent tous la mort après avoir foncé tête baissée dans un piège redoutable. Le commandant Blue étant le seul rescapé, il a suivi en filature Bulma et Krillin et a réussi à les retrouver. Ainsi, le charmant commandant a un effet plutôt positif sur Bulma, qui craque devant le blond aux yeux bleus. Mais cela n'est pas réciproque, puisqu'il repousse Bulma. Maintenant, pour parler combat, nous pouvons en venir à celui qui oppose Krillin au commandant. Ah non, Krillin n'a pas fait le poids, ce qui est une première. Puisque depuis que celui-ci a suivi l'entraînement de Muten Roshi, il s'est montré redoutable lors du 21e Tenkaichi Budokai. Or le commandant Blue n'a eu aucun mal à le rétamer. Bien que le petit chauve a réussi à porter un coup à son adversaire, cela n'a servi qu'à le rendre furieux puisque son joli visage a été atteint par l'attaque de Krillin. Une véritable correction va être infligée à Krillin qui n'aura aucune chance de se défendre puisque son adversaire a fait usage d'une technique d'immobilisation ne permettant pas à Krillin de bouger. Sur le point d'achever Krillin à coups de pierre, Sangoku fait son arrivée au bon moment, évitant de peu la mort de son meilleur ami. Bien évidemment, notre petit Saiyan va directement prendre le relais et n'aura aucune difficulté à prendre l'avantage sur le commandant Blue, à un tel point que ce dernier n'aura pas d'autre choix que de faire usage de cette fameuse technique. En effet, il immobilise Sangoku avant de lui infliger un puissant coup qui propulse ce dernier au sol. Et bien qu'il aurait pu l'achever à coups de fusil à pompe, il s'avère que le commandant Blue a une profonde peur des souris. Ainsi, l'emprise qu'il avait sur Sangoku se lève, ce qui va permettre à ce dernier de lui porter une attaque au niveau des yeux, avant de le frapper pour l'envoyer valser contre la roche. Cependant, la grotte est en train de s'effondrer peu à peu, Sangoku n'a donc pas achevé son adversaire, ce qui permettra au commandant de pouvoir prendre le trésor que Bulma et Krillin avaient trouvé juste avant. Malgré l'effondrement, le commandant Blue a réussi à survivre sans avoir utilisé de sous-marin, ou submersible, pour remonter à la surface, ainsi il reste un potentiel adversaire pour Sangoku à l'avenir. Et bien non, puisqu'il a rapidement trouvé l'emplacement de l'île de Muten Roshi où se trouvent Sangoku et ses amis. Ainsi, l'idée du commandant est de s'y rendre pour récupérer les Dragon Ball. Il parvient même à ligoter tout le monde grâce à des cordes, mais surtout grâce à sa deuxième technique qui concerne donc la télékinésie cette fois-ci. Et c'est une forme de télékinésie étrange, puisqu'elle ne s'est pas contentée de ligoter Sangoku et compagnie, mais elle semble avoir un effet de renforcement en fonction de la manière dont se débattent ces derniers. Après avoir réussi à dérober les Dragon Ball, il laisse un explosif auprès d'eux avant de prendre la fuite.
Heureusement pour Sangoku et ses amis, Lunch est arrivé au bon moment et les a libérés avant que ça n'explose. La course-poursuite entre Sangoku et le commandant Blue se soldera par une erreur de ce dernier qui fonce droit dans une roche après avoir cru vaincre Sangoku. Cependant, cela n'a pas suffi à l'éliminer. Ainsi, il tombe nez à nez avec un dénommé Superman qui semble vouloir le provoquer. Et ce qui est étrange, c'est que le commandant va seulement lui voler sa voiture, mais sans l'avoir abattu. Mais il a joué avec la mauvaise personne puisqu'après avoir menacé de s'en prendre à Harale et après avoir paralysé Sangoku, celle-ci aura l'autorisation de jouer avec lui de manière violente. Ce qui amène donc le commandant Blue à se faire malmener d'une manière dont il ne l'avait jamais encore été, et ce par une jeune fille qui fait preuve d'une puissance surprenante. Après un énième échec de sa part, il recevra pour ordre de rentrer immédiatement à la base. Pendant ce temps-là, au QG du ruban rouge, le nom d'un certain Capitaine Yellow apparaît, et en effet ce dernier est en train de semer le désordre dans un lieu sacré appelé le Sanctuaire Karin. Ce lieu est gardé par un redoutable gardien connu sous le nom de Bora, qui est accompagné de son jeune fils Upa. Et le père va donc défendre les lieux en éliminant un premier soldat de l'armée. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il enchaîne avec les autres. Il n'aura alors aucune difficulté à les neutraliser afin de préserver ce lieu sacré. Bora s'impose vraiment comme étant un personnage redoutable à échelle humaine. Alors que le capitaine Yellow prend la fuite face à la menace que représente Bora, il est interpellé par le général Red qui le menace de lui envoyer Tao Pai Pai dans 1 heure s'il n'a pas récupéré la Dragon Ball. Mais qui est ce Tao Pai Pai et pourquoi est-il aussi craint par les soldats de l'armée la plus puissante au monde? Avant d'en arriver là, il faut en revenir sur le capitaine Yellow, qui a donc pris en otage Upa afin de faire un échange entre sa vie et la Dragon Ball. Heureusement pour le jeune garçon, Sangoku est venu à son secours. Grâce à ce geste, Bora acceptera de céder la Dragon Ball à 4 étoiles à Sangoku, ainsi il obtient ce qu'il cherchait à la base, celle de son grand-père. Le commandant Blue fait des ravages au QG du ruban rouge, n'acceptant pas que ses subordonnés aient oublié qui il était, et dans le même temps, le redoutable Tao Pai Pai fait son arrivée. C'est tout de même incroyable que l'armée la plus maléfique au monde soit contrainte de faire appel à l'assassin le plus redoutable de la Terre pour venir à bout d'un petit garçon qui n'a même pas 13 ans. Pendant les négociations entre l'assassin et l'armée, le commandant Blue débarque les mains vides, ce qui a le don d'agacer le général Red, qui n'est pas satisfait de sa présence puisque l'ordre était de ne pas revenir sans les Dragon Ball. En revanche, pour lui offrir une chance de s'en échapper, le général lui propose alors de vaincre Tao Pai Pai, et ainsi il sera épargné. Bien évidemment, c'est surtout un test pour l'assassin. Parce que bon, c'est bien beau de réclamer 50 millions de zéniths par assassinat, mais encore faut-il les mériter. Bref, le commandant Blue se fera éliminer d'un simple coup de langue, dans la tempe, sans avoir pu utiliser ses techniques spéciales comme l'immobilisation par exemple. Maintenant qu'il a fait ses preuves, Tao Pai Pai peut se concentrer sur sa mission principale. Éliminer Sangoku et rapporter les Dragon Ball dont il dispose. Et d'ailleurs, il n'a même pas besoin d'utiliser les moyens de déplacement de l'armée puisqu'il peut, à lui seul, voyager à l'aide d'un pilier, qu'il lui suffit de jeter dans les airs pour voyager à une vitesse moyenne de 9000 km/h. Une fois sur place, il élimine Bora qui tentait de défendre les lieux, et va presque réussir à éliminer Sangoku grâce à sa technique nommée le Dodonpa. Se voyant déjà être en présence des Dragon Ball, le général Red apprend que Tao Pai Pai en a oublié une sur place. Sachant qu'il est certain d'avoir éliminé Sangoku, il annonce donc son retour dans 3 jours avec la Dragon Ball manquante. Ainsi le ruban rouge est rassuré, il s'apprête à avoir en leur possession la quasi-totalité des Dragon Ball. Les 3 jours s'écoulent, et pendant que le redoutable assassin se la coulait douce à patienter pour sa nouvelle tunique, Sangoku s'est entraîné auprès de Karin. Ainsi, la revanche a lieu entre les deux combattants, et le moindre que l'on puisse dire est que Sangoku a énormément progressé. Il a même assez évolué pour mettre à mal Tao Pai Pai, et même carrément causer sa défaite sans trop de difficultés. Puisqu'après avoir forcé son adversaire à demander pardon, Sangoku se verra dans l'obligation de lui renvoyer une grenade lancée par l'assassin lui-même, et cela causera la défaite définitive de Tao Pai Pai. Entre-temps, le ruban rouge a fait appel à une mystérieuse capitaine Violette, qui a réussi à leur ramener une Dragon Ball. Et tandis que les 4 autres approchent, le général Red pense immédiatement à Tao Pai Pai, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Voici celui qui est en train de se diriger vers eux. Sangoku s'apprête à pénétrer à l'intérieur du QG du ruban rouge et ça risque de faire mal. Il réussit à trouver l'emplacement du sanctuaire de l'armée et ne rencontrera aucune difficulté à causer les premiers dégâts qui vont faire frissonner le général Red en personne. Même à l'intérieur, Sangoku parvient à neutraliser les soldats qui malgré eux ne comprennent pas réellement ce qui est en train de leur arriver. Les véhicules de guerre se montreront inutiles face aux techniques de Sangoku et à sa combativité présente, bien déterminé à rassembler les 7 Dragon Ball. Tout comme ses hommes avant lui, le général Red ne semble pas prendre au sérieux la menace que représente Sangoku, puisqu'il refuse d'aller se mettre à l'abri pensant que le ruban rouge est invincible.
Cependant, Sangoku est en train de progresser parmi les bâtiments et se rapproche rapidement des Dragon Ball. Même le colonel Black semble être plus rationnel et conscient de la situation, voyant en Sangoku un véritable danger qui pourrait compromettre leur plan s'ils ne trouvent pas une solution rapidement. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la crédibilité de l'organisation maléfique en prend un coup, puisque le général lui-même le dit, ils se font massacrer par un enfant qui ne sait même pas utiliser un ascenseur. Pendant ce temps-là, une dispute éclate entre le général Red et le colonel Black, puisque ce dernier découvre le réel but de son chef. Car effectivement, le général souhaite se servir des Dragon Ball pour grandir en taille. Ce que le colonel Black ne parvient pas à comprendre. Ils se sont donné tant de mal pour que le général devienne le maître du monde, mais ils se sont fait duper. Le désir du colonel étant que l'armée du ruban rouge puisse conquérir le monde, voilà que son désir était sur le point d'être annulé par un choix égoïste de la part d'un général qui panique complètement face à la situation. C'en était trop pour le colonel Black, qui va donc exécuter son propre général de sang-froid afin de pouvoir prendre les choses en main. C'est à lui de rendre son invincibilité à l'armée du ruban rouge. Contrairement au général Red, le colonel Black semble faire preuve d'un meilleur tact auprès de l'ennemi puisqu'il tente dans un premier temps de l'amadouer avec son désir de régner sur le monde. Il ira même jusqu'à accepter de ressusciter Bora pour lui faire plaisir afin de conclure un quelconque deal. Mais Sangoku refuse et un combat débute, un combat dans lequel le colonel comprend rapidement qu'il n'a pas le niveau pour l'affronter. Il opte alors pour une machine robotique pour faire front, et effectivement cela va gêner Sangoku le temps d'un instant, puisqu'en réalité le jeune Saiyan n'aura aucune difficulté à le nuire, en traversant son engin robotique, provoquant alors son explosion. C'est ainsi que Sangoku a réussi à faire face à l'armée la plus puissante et la plus maléfique au monde, et ce, à lui tout seul. Mais ce n'est pas pour autant que l'histoire de cette organisation prend fin, puisque des années plus tard, c'est Mirai Trunks qui fait mention du ruban rouge pour annoncer à Sangoku qu'un certain Dr Gero a survécu au massacre causé par Sangoku à l'époque. Et que ce même docteur a conçu des cyborgs comme C8, mais beaucoup plus puissants et dépourvus de toute gentillesse à l'égard de celui qui a anéanti toute une armée à lui tout seul. Comme l'avait prédit Trunks, des cyborgs ont attaqué le centre d'une ville en provoquant mort et destruction derrière, n'épargnant aucun humain sur place qui était tous là au mauvais endroit, au mauvais moment. Même Yamcha n'a pas échappé à la technologie dont sont composés les deux cyborgs, et se fera tout simplement écarter du combat sans aucune difficulté ni aucune résistance. Après avoir rasé une ville de la carte, Sangoku décide d'amener ses adversaires à un autre endroit pour pouvoir combattre, ainsi ils vont pouvoir se donner à fond sans prendre le risque de blesser qui que ce soit. Avant de combattre, le Dr Gero passe aux aveux, car oui, Sévin n'est autre que le Dr Gero qui s'est cybernétisé pour obtenir la vie éternelle en quelque sorte. Il avoue à Sangoku qu'il l'observe depuis bien des années, du Tenkaichi Budokai jusqu'à son combat contre Vegeta en passant par son triomphe sur le redoutable Piccolo. Sangoku a tellement fait preuve d'invincibilité auprès du ruban rouge qu'ils ont jugé bon d'effectuer des recherches sur lui pour trouver un moyen, enfin en tout cas le moyen le plus sûr pour l'éliminer. Mais il avoue également ne pas être allé au-delà du combat contre Vegeta, ainsi le Dr Gero était bien loin d'imaginer les progrès dont Sangoku a fait depuis ce moment-là. Pour en revenir au combat, et même si Sangoku domine dans un premier temps, sa maladie au cœur survient, et va donc le pénaliser quasi instantanément. Pour en revenir au Dr Gero, il attendait de faire face à Piccolo, mais il s'est fait allumer. Donc sa seule issue est de rejoindre son laboratoire, mais pourquoi faire? On apprend également que le Dr Gero serait une connaissance du Dr Brief, qui est le père de Bulma et le président de la Capsule Corporation, qui est donc l'entreprise de technologie la plus avancée au monde au passage. Voici donc ses créations. C17, qui est le premier cyborg à être activé, suivi de C18, qui est sa sœur, et donc pour terminer, nous avons C16, un nouveau cyborg, qui n'était pas prévu d'après les informations de Trunks. Cependant, ses propres créations finissent par se retourner contre lui et causent donc sa mort, après que celui-ci a refusé qu'ils activent C16. Bref, ce dernier est activé et rejoindra C17 et C18, qui ont pour mission de retrouver Sangoku et de l'éliminer. Ainsi, cela s'annonce compliqué pour nos héros, qui n'ont pour le moment aucune chance de les vaincre. Et pourtant, ils en ont fait les frais, à commencer par Vegeta qui s'est fait battre par C18, puis Piccolo, Tenchinan et compagnie qui se sont fait terminer par C17. Les cyborgs ne sont pas le sujet principal de cette vendetta. En revanche, un nouveau personnage l'est, et il a bien des choses à nous raconter. Celui-ci fait son apparition et affronte Piccolo, avant de passer aux aveux. Il s'appelle Cell et a été créé par l'ordinateur du Dr Gero. Il devait être l'ultime création de ce dernier, mais comme le projet prenait trop de temps, il a laissé tomber. Sauf que son ordinateur en a décidé autrement et a continué à travailler dessus tout seul. Contrairement aux données recueillies par le Dr Gero, Cell a non seulement eu les mêmes cellules que Sangoku, Vegeta, Piccolo sur Terre, mais aussi celles du Mecha Freezer, Roi Cold, et il aurait également pu avoir celle de Trunks. Le but ultime de Cell est de pouvoir absorber C17 et C18 afin d'obtenir le corps parfait et une puissance sans précédent,
D'ailleurs, il vient du futur pour réussir cet exploit, ce qu'il réussira à faire avant d'être vaincu par Son Gohan. Et là encore, ce n'est pas la fin du ruban rouge, ce n'était qu'une petite étape de leur progrès, depuis la chute de l'Empire qui autrefois faisait régner la terreur sur Terre. Des années plus tard encore, il semblerait que la descendance du général Red se manifeste, nous voici avec Magenta, qui est donc le fils de celui qui jadis a dirigé le ruban rouge. Mais ce n'est pas le seul descendant encore actif, puisqu'il approche un certain Dr Edo, qui n'est autre que le petit-fils du Dr Gero. Celui-ci vient de sortir de prison après avoir volé des cadavres à la morgue pour les transformer en cyborgs, mais il aura une remise de peine car il a permis à des parents de retrouver leurs enfants. Pendant ce temps-là, au commissariat de la capitale de l'Ouest, l'armée du ruban rouge est mentionnée parmi une enquête de police. Sauf que celle-ci n'est pas appelée directement ainsi, puisque l'organisation a été démantelée il y a près de 30 ans. L'organisation actuelle s'appelle donc la Red Farm Company, mais il s'avère que ce n'est qu'une couverture. Lorsque Krillin fait son speech, il confirme alors que le Dr Edo est le petit-fils de Gero, et qu'il est issu de son fils nommé Gevo, et ce dernier a grandement inspiré à la création de C16, puisque son visage vient littéralement de lui. On apprend alors que le Dr Edo a perdu ses parents lors d'un accident alors qu'il n'était qu'en primaire, et que par la suite il a survécu seul grâce à son héritage, et a obtenu son doctorat à seulement 14 ans. Ainsi, il n'a jamais réussi à trouver d'emploi dans quelconque laboratoire à cause de son caractère assez particulier, mais a tout de même réussi à développer ses propres recherches à lui seul. Le rapprochement entre les intentions de la Red Farm Company est donc fait, Magenta souhaite recruter le Dr Edo pour que ce dernier puisse faire la création de cyborgs grâce au savoir qu'il possède. Voici donc la Red Farm Company, qui visiblement est une couverture haut de gamme. On y découvre un certain Carmine qui semble avoir été chargé de retrouver le Dr Edo. Les soupçons se confirment. Le général Magenta affirme que l'armée a vraiment besoin de lui pour renaître. Ainsi, cela pourra commencer dans 3 mois puisque le Dr Edo sortira de prison. La rencontre entre le général Magenta et le Dr Edo a lieu, et la proposition est claire. L'armée souhaite remplacer le défunt Dr Gero par son petit-fils pour la création de nouveaux cyborgs. Budget illimité plus prime de 300 millions pour chaque création, mais dans quel but ? Bien que cela fait mention de l'armée du ruban rouge, le Dr Edo est catégorique. Il est contre le mal, à moins que ça puisse nuire à des individus dangereux ou rebelles. Et il est un grand fan de super-héros. Après avoir montré une certaine récalcitrance, Magenta ira jusqu'à lui proposer 1 milliard par cyborg. Ainsi le deal est fait, et le Dr Edo rejoint les rangs de l'organisation. Petite précision intéressante, le Dr Edo possède une peau par balle, et a fait la création d'une guêpe incroyablement dangereuse puisqu'elle possède un poison mortel même pour les cyborgs, à condition d'avoir une partie humaine. Bon, quel est le véritable motif derrière le désir de vouloir recréer l'armée du ruban rouge? L'objectif de Magenta est d'éliminer les responsables de la disparition de Cell, et que ces derniers se cachent derrière l'organisation secrète de la Capsule Corporation. Ces responsables sont d'origine extraterrestre, qui chercheraient donc à envahir la Terre. Hors de question pour le Dr Edo, qui est fan de super-héros, de laisser la Terre être envahie. C'est ainsi que 6 mois plus tard, un mystérieux individu fait son apparition et s'en prend à Piccolo, puisqu'il a reçu pour ordre de l'éliminer. Voici donc que le premier cyborg fait son apparition. Il se nomme Gamma 2, et est arboré par une tenue de justicier avec les initiales du ruban rouge. Et même si dans un premier temps le combat semble être mené par Piccolo, eh bien la suite est tout autre, puisque Gamma 2 prend l'ascendant sur notre Super Namek. Le combat ne va pas s'éterniser, puisque Piccolo va jouer la carte du mort afin d'opter pour l'idée de suivre son assaillant jusqu'à son QG, et il le prend donc en filature pendant un court moment. Le voilà arrivé au QG principal du ruban rouge, qui semble avoir déjà pas mal grandi depuis ces 6 derniers mois. La base se trouve en réalité être camouflée par un lac, mais en réalité c'est toute une base d'opérations avec des milliers de soldats et toute une organisation qui a pris vie en peu de temps. Piccolo s'infiltre à l'aide d'une tenue d'un des soldats, et découvre avec effroi que l'organisation est en train de mettre en place une armée pour attaquer la Capsule Corporation. Mais ce n'est pas tout, un certain Cellmax fait l'objet d'une question de la part de Magenta, puisqu'effectivement ce dernier a souhaité pour ultime projet de faire renaître Cell de ses cendres, via une nouvelle création. Petite mention pour préciser que le Dr Edo est jeune, mais il est déjà bien plus intelligent que son grand-père, qui était considéré comme un véritable génie il y a 30 ans. Le ruban rouge ira jusqu'à kidnapper la fille de Son Gohan, pour forcer ce dernier à se rendre à leur QG afin d'entamer un affrontement contre les Gamma, pour aboutir à son élimination. Cela fonctionne puisque Son Gohan se rend sur place et affronte Gamma 1, dans un combat bien animé entre les deux combattants. Il faudra un Gohan ultime pour défaire son adversaire, ce qui va pousser le Dr Edo à faire intervenir Gamma 2, qui, quant à lui,
sera interpellé par Piccolo afin d'obtenir sa revanche du combat passé. Voyant que la situation lui échappe, Magenta va procéder à l'activation de Cellmax à l'encontre des avertissements du Dr Edo, qui lui a déjà dit qu'il n'était pas prêt et qu'il sera hors de contrôle puisque c'est prématuré. Mais Magenta refuse d'entendre raison et active quand même l'arme ultime qui va offrir un combat incroyable à la Z-Team, amenant à la mort de Gamma 2 par sacrifice sans que cela ne porte ses fruits. Dans le même temps, le Dr Edo et les Gamma comprennent qu'ils n'ont pas choisi le bon camp, ainsi une alliance se forme pour faire face au ruban rouge. La nouvelle forme de Piccolo ne suffira pas à vaincre ce monstre à la puissance effroyable. Il faudra donc un Sangohan qui vient d'obtenir une nouvelle transformation également, dite Beast, pour vaincre le redoutable Cellmax. Le monstre étant vaincu, qu'en est-il de Magenta? Eh bien il est mort, après avoir été piqué par la guêpe Hashimaru qui a utilisé son poison pour mettre fin à sa vie. Si le général Magenta, le président de la Red Farm Company, est mort, ça veut dire que le ruban rouge est définitivement vaincu? Et oui, puisque le Dr Edo n'est pas foncièrement mauvais et a vite compris que Bulma et la Capsule Corporation n'étaient pas les véritables ennemis. Alors pour racheter ses fautes, lui et Gamma 1 vont demander à Bulma de travailler pour elle, et cette dernière accepte. Alors la menace du Dr Edo est caduque. Il reste donc une seule personne encore potentiellement menaçante et c'est Carmine, qui comme le colonel Black avant lui va tenter de prendre le relais sur le ruban rouge. Il va naturellement se rapprocher de Trunks et Sangoten sans savoir qui ils sont, mais lorsqu'il verra le niveau de Sangohan, Sangoku, Vegeta, Broly, le duo Trunks et Goten, il mettra fin au ruban rouge. Ainsi s'achève l'organisation criminelle la plus redoutable de la Terre, qui a longtemps été la terreur de nombreux humains par le passé. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que le récit de cette histoire vous a plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, l'abonnement ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, Captain Barbu.